On ne sait pas vraiment de quoi on est fait tant qu'on n'est pas brisé. La voix devant soi. Karim Errar. Bienvenue dans notre podcast, où des voix venues de différents horizons racontent leur histoire. Ensemble, partons à leur rencontre et découvrons leur réalité. Aujourd'hui, on vous emmène en Bolivie avec vous, Marisol Hoffman. Bonjour. Bonjour Karim. Vous êtes d'origine suisse-nicaraguayenne, vous êtes journaliste et spécialiste en communication pour le développement. Et vous avez aussi co-réalisé un documentaire, Veneno Silencioso, que vous avez réalisé en 2024 sur la thématique des pesticides. Vous avez passé 3 ans en Bolivie à travailler avec un réseau national d'ONG et des universités sur un projet assez précis. Exactement, j'ai travaillé pour le Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, en français le groupe de travail sur le changement climatique et la justice, qui, comme vous l'avez dit, est formé d'ONG, d'institutions, de collectifs de la société civile, d'activistes à titre personnel, mais aussi de collectifs d'artistes, par exemple, d'universités. Et on travaillait en étroite collaboration avec des peuples autochtones, indigènes, avec des populations rurales, aussi avec des autorités locales. Donc c'était très pluridisciplinaire et très riche. C'est un réseau qui est actif sur l'ensemble du territoire et présent dans 6 départements, donc La Paz, Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba et Tarija, donc des régions qui sont vraiment très diverses, aussi bien au niveau des problématiques environnementales qui se posent dans chaque région, que aussi au niveau culturel. Donc moi j'étais basée à Santa Cruz, qui a une réalité complètement différente, par exemple, de ce qu'on trouve sur le plateau andin, parce que Santa Cruz, c'est ce qu'on appelle les terres basses, donc les plaines. Vous étiez donc basé à Santa Cruz. Vous pouvez un peu nous présenter cette région ? Oui, tout à fait. C'est une région qui est quand même assez méconnue. Déjà, moi, avant de partir, j'avais pas tellement de connaissances de cette région. Et quand on regarde sur Internet, quand on fait des recherches, c'est vrai que sur tous les sites touristiques, on parle plutôt du plateau andin, des Andes. Et c'est vrai que quand on pense à la Bolivie, on s'imagine une cholita avec son chapeau melon, ses jupes, ses polleras, comme on dit, un lama, les montagnes. Et en fait, c'est une toute autre réalité vraiment dans laquelle j'ai été plongée. C'est une ville, enfin un département, et la ville dans laquelle j'étais basée, à Santa Cruz de la Sierra, qui est le chef-lieu. C'est une identité beaucoup plus influencée par le métissage. Il y a eu beaucoup de missions jésuites qui ont eu une influence dans cette région. Aussi beaucoup de descendants des colons espagnols, des métis. Donc c'est une toute autre identité culturelle que ce qu'on peut trouver dans les Andes. Et aussi au niveau du climat, c'est très différent. C'est les plaines, donc on se rapproche de l'Amazonie. Il y a quand même une partie de Santa Cruz qui est forêt tropicale. On a la Chiquitania, c'est plutôt un climat de forêt sèche, tropicale, ou des savanes boisées. On a aussi une partie du Chaco qui est une zone un peu plus aride, sableuse, comme ça, vraiment sèche, avec des petits arbustes. Donc voilà, c'est très loin de ce qu'on peut s'imaginer quand on pense à la Bolivie avec cette image andine. Moi, c'est plutôt dans cette réalité-là, avec des spécificités complètement différentes que j'ai dû travailler, et des problèmes environnementaux qui sont plutôt liés à tout ce qui est déforestation, incendies forestiers, extension de la frontière agricole avec tout ce qui est culture intensive, monoculture. Ça, c'était un petit peu le contexte dans lequel j'ai travaillé et les problématiques que j'ai touchées lors de mes 3 années en Bolivie. Il y a 36 peuples reconnus par l'État de Bolivie. Quelles sont les ethnies qu'on peut rencontrer ? Alors, dans mon travail, j'ai surtout collaboré avec les peuples chiquitos ou chiquitanos. D'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à ce peuple qui est assez drôle. Chiquitos, ça veut dire petit, chiquito, petit en espagnol. Et en fait, ça date de l'époque de la colonisation. Ils avaient des petites maisons en bois sur pilotis avec des petites ouvertures pour l'air. Et en fait, apparemment, je ne sais plus tout à fait l'histoire, les Espagnols auraient cru que ces petites ouvertures étaient des fenêtres. Ils se sont imaginés des petits êtres qui habitaient dedans, mais non, finalement, les êtres n'étaient pas si petits. C'était bien des humains qui vivaient dans ces maisons, mais du coup, c'est resté ce mot des chiquitos, qui ensuite a donné le nom à toute la région, qui se nomme la Chiquitania, cette région dont je vous parlais tout à l'heure, avec un climat tropical sec. La particularité de cette région et des peuples qui y habitent, c'est qu'il y a eu pas mal d'influences jésuites,
parce qu'il y a eu beaucoup de missions jésuites dans cette région. Donc il y a une influence au niveau par exemple de la musique. Et il y a beaucoup d'orchestres baroques par exemple. Annuellement, il y a le Festival international de musique baroque. Il y a aussi une influence qui est restée au niveau du patrimoine architectural. Donc, on voit les influences avec les formes baroques, mais les techniques, ils ont quand même intégré les techniques un petit peu locales parce que c'était beaucoup des artisans et des artisans du bois. Donc, je me souviens d'une église que j'ai visitée à Chochis, c'est où il y a une très grande monolithe de pierre de couleur rouge, tout près Il y avait une église et c'était très intéressant parce qu'il y avait une représentation de Adam et Ève, mais on voyait que les personnages étaient des personnages indigènes. Donc c'était très beau de voir... finalement, on ne peut pas dire que c'est... Est-ce qu'on parle d'ethnie précolombienne ou est-ce qu'on parle d'ethnie après ce mélange, cette rencontre entre les colons espagnols et les peuples autochtones? Moi, je vais plutôt parler de cette rencontre, de ce métissage et justement, on le voit, comme je disais, dans la musique, dans tout ce qui est construction avec ce mélange bois et influence baroque. Aussi au niveau, bien sûr, les vêtements. Maintenant, les personnes s'habillent de façon occidentale, si l'on peut dire, mais pour tout ce qui est manifestation culturelle, ils vont mettre leurs habits traditionnels, des robes à volants avec des broderies, des rubans et le chapeau, le fameux chapeau en taille tressée. Donc disons que c'est de cette manière que je perçois cette région de la Chiquitanía. Ils ont aussi un masque des Chiquitos qui est un peu une imitation, enfin voilà, ça fait partie du folklore local, c'est un masque blanc de l'abuelo avec l'abuelo qui veut dire le grand-père avec des joues rouges et les yeux noirs. C'est un masque assez typique, emblématique de cette région. Quand on va dans la Chiquitanía, on voit ces représentations de masques un peu partout. Voilà, ça c'est un des peuples avec qui j'ai été amenée à travailler. Il y a également les Guaranis qui sont plutôt dans l'autre région du département de Santa Cruz, plus au sud, cette région que je vous disais qui est très aride. Ils sont présents dans plusieurs pays, donc aussi le Brésil, le Paraguay et la Bolivie. Et c'est surtout au niveau des vêtements aussi qu'il y a une identité assez forte. Et les femmes, par exemple, elles ont des robes très colorées, mais qui n'ont pas beaucoup de forme. Parce qu'en fait, à l'époque, lors de la colonisation, quand les colons espagnols et les jésuites sont arrivés, ils ont demandé à ces peuples qui certainement étaient habillés avec peu de choses par rapport au climat, très chaud. Ils leur ont imposé de s'habiller de façon, entre guillemets, décente de leur point de vue. Leur premier vêtement décent, entre guillemets, c'était fait avec des sacs de jute ou bien en coton brut. Et de fil en aiguille, ce vêtement s'est modernisé et ils l'ont un peu retravaillé selon leur sensibilité. Donc maintenant, les femmes, elles ont toujours cette robe qui a un petit peu une forme de sac, mais elles vont utiliser des tissus très colorés et c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est ces femmes avec des robes très colorées, de forme très droite, avec des colliers de perles et des fleurs très colorées dans les cheveux et elles peignent leurs joues avec un rond rose. Voilà, ça je dirais que c'est un peu comme ça que je perçois le peuple guarani, mais bien sûr, pas tous ne vont s'habiller comme ça. C'est surtout, ça fait partie du folklore, un peu d'une revendication identitaire, mais ça ne veut pas dire de nos jours qu'ils s'habillent tous les jours comme ça. Voilà. Comment se passe cette vie intercommunautaire? Alors justement, ils les appellent, les personnes de Santa Cruz les nomment les interculturales pour marquer le fait que ce soit des personnes issues d'une autre culture qui s'implémentent dans une autre région avec une autre identité culturelle. Et en fait, là, il y a pas mal de conflits, surtout au niveau socio-environnemental, car ces personnes viennent du plateau andin exploiter les terres pour des raisons économiques, notamment dans l'agriculture intensive, etc. Et en fait, ça pose problème parce que eux, ils ont leur identité, leurs racines dans les Andes. Et c'est comme ça qu'ils se perçoivent parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Et eux, ils disaient non, nous, on n'est pas cruceños, on n'est pas de Santa Cruz, on est des andinos, des personnes des Andes. Donc, ils marquent vraiment cette séparation. Et le problème, c'est qu'ils se voient comme... ils vont vraiment venir exploiter les terres, des terres basses, sans vraiment penser aux conséquences écologiques, contrairement aux indigènes qui sont originairement de cette région. Et ils vont vivre vraiment en harmonie avec la forêt et c'est leur habitat finalement. C'est pas une terre d'accueil, c'est leur habitat. Du coup, la manière d'exploiter le rapport à la nature va être vraiment très différent. Et c'est vrai que il y a énormément de dégâts environnementaux qui sont causés par ces populations interculturales. Quel genre de dégâts environnementaux? Alors, vu qu'on va parler d'exploitation, de... La surexploitation, par exemple?
d'agriculture intensive. Il y a tous les problèmes qui sont liés à la déforestation, d'incendies forestiers, c'est le défrichage par le feu. Des fois, ce défrichage par le feu qui est fait par des personnes qui n'ont pas grandi dans ce milieu, qui n'ont pas les mêmes connaissances ancestrales du climat, ça peut vite dégénérer et partir en incendie forestier, mais parfois il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont et des études le démontrent. Ça peut être aussi volontaire parce que si ces incendies forestiers, ça fait un nettoyage et après on peut changer l'affectation des sols, c'est-à-dire un terrain qui était un terrain boisé, une fois que le feu est passé, on peut dire voilà, maintenant on va mettre des terres agricoles, soit en élevage, soit en monoculture intensive de soja. Et c'est vraiment quelque chose de très problématique. Ça vient d'une part, c'est un problème qui est non seulement amené par ces personnes qui viennent des Andes, mais aussi par les grandes entreprises locales, parce que leur découle pas mal de racisme. Les personnes des terres basses, les personnes de Santa Cruz, ils vont dire ah oui, c'est les interculturales, donc les personnes originaires andines qui viennent détruire notre environnement, mais en fait il y a aussi des grandes entreprises basées à Santa Cruz qui vont causer les mêmes dégâts environnementaux. Donc les conséquences pour les peuples autochtones qui vivent vraiment dans cette région, c'est qu'il y a une dégradation du milieu dans lequel ils vivent, qui a des impacts non seulement sur leur santé, mais aussi sur leur économie, parce que voilà, ils vivent principalement de la pêche, de la chasse, de l'agriculture familiale, et du coup, vu qu'il y a une dégradation de l'environnement, ça pousse à une migration vers la ville, où il y aura une perte d'identité déjà, mais aussi des conséquences sociales. Ils vont arriver dans des conditions précaires en ville. Il y a des quartiers vraiment plus défavorisés où c'est beaucoup justement des peuples autochtones qui viennent de l'est du département de Santa Cruz, justement dans cette région très touchés par les incendies forestiers, la déforestation, etc., qui vont se retrouver dans ces quartiers défavorisés en raison des problèmes environnementaux qui poussent à cette migration vers les villes. Et donc Santa Cruz, c'est un peu un lieu de refuge aussi. Exactement, et le premier jour que j'ai été assez rapidement confrontée à cette problématique. Je me souviens le premier jour que je suis arrivée en Bolivie, je suis allée sur la grande place principale à Santa Cruz avec son église en briques rouges magnifique et où il y a plein de vendeurs avec leurs petits chariots qui servent du café. J'ai pris mon petit café sur un banc et là, il y a un artisan qui s'est approché de moi et on a commencé à échanger en espagnol et en fait, très rapidement, j'apprends qu'il est guarani, qu'il a migré à Santa Cruz, donc je comprends qu'il vit dans des conditions précaires, qu'il vient d'un quartier assez défavorisé de la ville de Santa Cruz de la Sierra, mais il me dit très rapidement, moi je suis du peuple guarani. Donc en fait, l'histoire de cette personne, ça reflétait assez bien cette problématique en raison des problèmes socio-environnementaux qui sont très forts dans ce département de Santa Cruz. Et il a été forcé de migrer pour pouvoir s'en sortir économiquement. Et sur le plan culturel ou ethnique, il y a des choses qui vous ont encore marqué? Alors, ce que j'ai ressenti à Santa Cruz, c'était qu'il y avait quand même encore, surtout dans certains milieux, dans certaines élites, cette espèce de suprématie blanche. La fierté d'être blanc est issue d'une classe qui avait plus de pouvoir, qui donne aussi naissance à pas mal de racisme envers les populations indigènes, justement. Et ce qui m'a aussi marqué, parce que voilà, Santa Cruz, c'est la capitale économique, le moteur économique du pays. J'ai senti un peu cette fierté d'être le moteur économique. C'est vrai que c'est une ville très dynamique. D'ailleurs, le magazine Forbes a évalué il y a peu que c'était une des villes les plus dynamiques d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud. Et comment elle se traduit, cette fierté d'être le poumon économique du pays? Alors, justement, comme c'est une région où il y a quand même des grandes fortunes, j'ai été assez étonnée, par exemple, après, moi je vivais dans un quartier quartier des affaires, parce que pour des raisons de sécurité, c'était quand même mieux. J'étais très très choquée de voir passer des limousines roses aussi. Donc voilà, c'était vraiment démonstration d'opulence. Et ce que j'ai constaté aussi, moi je sortais pour différents événements culturels au centre qui est plus mix. C'est une ville qui est vraiment, on dit que c'est une ville en anneau. Donc vraiment, on a un premier anneau, c'est le centre historique où il y a cette place que j'évoquais tout à l'heure. Et après, il y a le deuxième anneau, le troisième anneau. Voilà, c'est un peu comme ça qu'est formée la ville. Au centre, il y a plus de mix au niveau des classes sociales. Donc, il y a des personnes qui viennent des quartiers plus défavorisés vendre leur artisanat, par exemple, ou bien qui vivaient de l'économie informelle, c'est-à-dire des petits stands, vendre des
des chewing-gums, des cigarettes, etc. Donc il y avait plus un mix au centre, mais ce que j'ai pu constater, c'est que j'avais l'impression que les élites, les personnes qui faisaient vraiment partie des classes supérieures, elles vivaient un peu dans leur bulle. En passant vraiment, ils passaient comme d'un lieu à l'autre, mais vraiment, il y avait des quartiers sécurisés, notamment El Urubo, puis c'était vraiment des maisons très luxueuses. Et j'ai l'impression qu'ils passaient de leur maison au centre commercial ou telle boîte de nuit qui est vraiment très élitiste avec un prix beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait trouver par exemple dans les offres culturelles ou autres au centre. Et c'est ça qui m'a un peu marqué. C'est peut-être des différences qui en Suisse, en tout cas à ma connaissance, se voient un peu moins là. Je voyais un petit peu deux réalités extrêmes de par mon travail et puis le quartier dans lequel je vivais. Ça veut dire que le côté indigène est plutôt marginalisé alors? Exactement, il y a une forme de racisme. On voit l'indigène comme pauvre, comme peut-être un peu primitif. Il y a aussi un discours assez dur qui disent que les traits indigènes, c'est moins esthétique. Je voyais encore une vidéo sur les réseaux sociaux d'une Bolivienne blanche qui vantait la beauté de personnes de sa classe sociale et puis justement en dénigrant plutôt les personnes qui ont des traits indigènes. Donc oui, ça j'ai senti que c'était très présent et je pense que c'était encore plus présent avant 2009, avant la refonte de l'État de Bolivie. C'est devenu l'État plurinational de Bolivie en reconnaissant les 36 nations, les 36 peuples indigènes et c'était justement pour revaloriser ces racines indigènes parce qu'il y avait beaucoup cette suprématie blanche, cette suprématie hispano-descendante si on veut et métisse et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est beaucoup mis en avant cet État plurinational qui reconnaît ces différentes ethnies et pour lutter aussi contre une forme de racisme que j'ai senti encore très présent. Et au milieu de cette diversité culturelle, comment Marisol Hoffman vous avez mené à bien vos projets? Alors, mon rôle, c'était déjà d'accompagner mon ONG dans tout son travail de communication au sens large, parce que c'est vraiment dans une perspective de co-construction. Je ne pouvais pas aller là-bas avec ma perspective suisse. Enfin, voilà, c'est eux les connaisseurs du terrain, etc. Donc oui, il a fallu vraiment conjuguer avec toutes ces différences, donc différences aussi bien culturelles que linguistiques, que d'intérêt finalement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était très pluridisciplinaire comme travail et on devait aussi bien travailler avec des scientifiques qu'avec des agriculteurs ou des activistes qui ont des perceptions, des attentes, des intérêts différents. Donc ce qu'on essayait vraiment de faire, c'était de construire ensemble, d'avoir beaucoup d'échanges et puis aussi au niveau linguistique, on allait toujours faire attention de traduire dans différentes langues. Mais le critère ou le caractère ethnique n'a pas été un problème. Ça peut être parfois conflictuel, c'est clair, comme on l'a dit, certaines organisations avec lesquelles j'ai travaillé mettaient beaucoup en avant cet aspect de médiation, de dialogue entre différents acteurs. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les interculturales qui viennent exploiter les terres et qui ont peut-être une autre approche par rapport à l'environnement que les peuples amazoniens qui y vivent vraiment. Alors, ce que certaines organisations qui faisaient partie de ce réseau cherchaient à faire, c'est vraiment une médiation, réunir les différents acteurs autour de la table pour chercher des solutions ensemble, plutôt que de rester dans des clichés racistes et vraiment d'essayer de trouver le dialogue et chercher des solutions ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment la force d'une équipe pluridisciplinaire et je pense que c'est quelque chose qui se retrouvait énormément dans mon travail. El agua se introduce lentamente en los versos del maíz, brota la raíz, tejiendo caminos de las montañas hacia el Parapetí. Tetapegua coñande, abati coñande, y yambaea veilla y co, yandere corupi. Tetapegua coñande, abati coñande, y yambaea veilla y co, yandere corupi. Taipuñande pura hey. Hablar del maíz es hablar de nuestros pueblos, alimento básico que cura nuestros cuerpos, desde Tiahuanaco a las costas de los Andes, de la Amazonía al Chaco que es muy grande, en toda variedad, apichicha, tamales al vapor, es algo infinito, es la tradición, la semilla que los cura, fortalece la cultura, teatro, música, pintura, fusionado a la escritura, es el pan de cada día, espíritu que cuida la memoria de la vida, selva que transpira, encanto, poesía, me niego a destruir el territorio que me habita.
Tetapegua coñande, abati coñande, Iyambaea veillaiko, ñandere corupi. Tetapegua coñande, abati coñande, Iyambaea veillaiko, ñandere corupi. Keramon beu, ama, ñe, Keramon beu, ama, ñe, Keramon beu, ama, ñe, Keramon beu, ama, ñe. El agua es comunidad, caminar, respirar, cultivo vivo que sana el alma y equilibra la soledad. Barro, tierra, muerte, despertar, gota que sana la herida, humedeciendo la oscuridad. Somos agua, somos fuego, somos tierra, somos viento. Morimos, renacemos como río en los cielos. Semillas que enterradas palpitando en invierno, siguiendo cada huella que dejaron los abuelos. Somos el pueblo, somos el maíz, siempre libre, cultura guaraní. Somos el pueblo, somos el maíz, siempre libre, cultura guaraní. Somos el pueblo, somos el maíz, siempre libre, cultura guaraní. Somos el pueblo, somos el maíz. La voix devant soi. Vous venez d'entendre Mouneh avec sa chanson Agua y Maíz. Le maïs fait partie intégrante de la culture d'Amérique latine, c'est plus qu'une semence. Marisol Hoffman, qu'est-ce que cette musique vous évoque ? Alors cette musique, elle m'évoque un double combat, celui pour la défense d'une identité culturelle, la défense de l'identité culturelle guarani, et aussi la défense de leur territoire qui subit les conséquences du réchauffement climatique, comme la sécheresse aussi qui est sujet à la déforestation, aux incendies forestiers. Donc il y a une détérioration de leur territoire, mais aussi de leur identité, vu qu'ils vivent sur ce territoire. Et puis c'est ce que Mouneh a voulu transmettre à travers cette chanson Agua y Maíz. Il dit Somos el pueblo, somos el maíz, siempre libre cultura guarani. Nous sommes le peuple, nous sommes le maïs, toujours libre, le peuple guarani. Donc vraiment, on ressent, il a aussi choisi le rap. Donc le rap qui est c'est un peu la musique de la contestation. Exactement. Donc il a choisi ça et de l'allier avec une musique. Donc on a des éléments traditionnels guarani. Il y a aussi une partie des paroles qui sont en guarani et aussi un peu une musique symphonique qui est très spécifique, comme je l'avais dit plus tôt dans l'interview, qui est liée à cet héritage des jésuites et puis une musique un peu plus baroque, symphonique comme ça. Donc il mélange ces éléments, mêlant modernité avec le rap et musique symphonique pour un petit peu mélanger cet aspect revendication et puis l'aspect mémoire, l'aspect historique, mettre en valeur qui est tout ce qui touche à cette identité culturelle, car les Guaranis, ils vivent dans la Chiquitanía, donc où il y a cette musique symphonique qui est très typique, mais aussi du Chaco. Voilà, il mélange tous ces éléments pour mettre en avant cette identité. Et puis on est là parce que Mouneh, il est lui-même issu des peuples guarani, mais il vit en ville, à Santa Cruz. Il est issu des quartiers défavorisés. Lui, il a vécu cette migration un peu forcée pour des raisons économiques de la Chiquitanía vers la ville de Santa Cruz. Et justement, il y a souvent cette perte d'identité parce qu'ils quittent leur territoire avec leurs traditions et souvent ça s'efface dans la ville. Je pense que c'est ce contexte-là qui l'a poussé vraiment à revendiquer cette identité, à parler de cette double problématique, cette perte d'identité et aussi tous les problèmes environnementaux qui touchent son territoire et son peuple. Pour moi, c'est une illustration de vraiment comment l'art, la musique peut être utilisée au service d'une cause. Finalement, c'est aussi un outil de plaidoyer. Il n'y a pas que la musique qui sert de plaidoyer, il y a aussi la peinture. La peinture est très importante en Amérique du Sud, à travers ce qu'on appelle les murales, ces grandes fresques qu'on peut trouver dans les rues, qui sont très parlantes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet ? Oui, alors le muralisme, c'est vrai que ça fait vraiment partie de l'identité en Amérique latine. Enfin, on le retrouve un peu partout en Amérique latine, en tout cas. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater en voyageant en 2019 à travers l'Amérique latine. C'est un mouvement qui est né dans les années 20 au Mexique. Une des figures que l'on connaît sous nos latitudes, qui est aussi porteur de ce mouvement, c'est Diego Rivera, aussi connu comme le compagnon de vie de la très célèbre peintre Frida Kahlo. En fait, l'idée,
c'est d'exploiter les murs publics. Les peintures avaient souvent une idée de revendication sociale de nouveau. Au Mexique, il y avait vraiment, dans ces années-là, cette idée de réunir le peuple autour de l'art. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que sont nés los murales. C'est vrai que partout en Amérique latine, on en voit, enfin voilà, j'en ai vu en Colombie, par exemple dans certains quartiers où voilà, il y a toujours des messages différents. Ça peut être en lien avec les identités autochtones indigènes, l'environnement ou bien la mémoire historique. Pouvez nous donner un exemple que vous avez vu en Bolivie de ces murales et quelle histoire ou quelle thématique précise cette fresque raconte? Oui, alors je me souviens à Santa Cruz, proche des quartiers où je vivais, où je prenais les transports publics, il y avait une magnifique fresque qui ornait un pont, donc les parois du pont, et ça représentait une rivière qui se transformait en serpent. Il y avait une personne, j'imagine, je ne sais pas vraiment de quel peuple autochtone, mais plutôt du côté amazonien, je dirais. Du coup, ça illustrait les croyances, la cosmologie de ces peuples amazoniens et on voyait cette rivière qui se transformait en serpent. Donc le serpent qui revient beaucoup dans la cosmologie andine déjà. Ça représente les 3 niveaux. Il y a le condor qui représente la dimension céleste, le ciel si on veut. Il y a le jaguar qui représente la dimension terrestre dans laquelle on vit. Et le serpent qui représente la dimension souterraine, donc le monde des esprits, le monde souterrain. Qui n'est pas négatif, à part non, ça. qui n'est pas forcément négatif. Il voit vraiment dans la vision chamanique 3 dimensions qui coexistent. Le serpent donc est une figure qui est souvent reprise et aussi par les peuples amazoniens, elle représente souvent les rivières. Quand on regarde la vue aérienne, les fleuves en Amazonie, ils serpentent vraiment l'Amazonie. Donc voilà, c'est cette fresque, c'est une des premières que j'ai vues en arrivant à Santa Cruz et elle m'avait beaucoup marquée. On a parlé de la musique comme moyen de contestation, on a parlé de la peinture comme véhicule de culture, le cinéma d'Amérique latine suit aussi cette voie-là, et vous, Marisol Hoffman, vous avez choisi le documentaire. En effet, c'est peut-être ce nouvel élément, cette nouvelle approche que j'ai apportée au cours de ces années passées auprès du groupe de travail sur le changement climatique et justice. C'est utiliser l'art comme outil de plaidoyer. C'est quelque chose à quoi il n'avait pas forcément songé. C'était un milieu quand même très scientifique, avec des personnes, des chercheurs de l'université, avec plutôt des techniciens, des ingénieurs agronomes, des ingénieurs environnementaux, des personnes très axées terrain. Et en fait, en 2023, on a été approché par un festival de cinéma sur les droits humains qui voulait axer leur festival sur la crise climatique et comment ça impacte les droits humains. Donc à travers ce contact, on a vraiment pu mélanger un petit peu, mettre ensemble le milieu artistique avec le milieu scientifique. Donc nous, on a présenté par exemple les 2 études que mon organisation partenaire a réalisées sur les conséquences des pesticides, sur la santé et sur l'environnement. Et en même temps, il y avait des films qui étaient présentés sur cette thématique. Il y a eu Mounet qui a lancé la musique que nous avons entendue tout à l'heure. Il y a eu une représentation théâtrale. Donc il y avait vraiment ce mélange art et culture. Et en fait, c'est en travaillant avec ce festival qu'est née l'idée de réaliser un documentaire sur les pesticides. Parce qu'on s'est dit, l'art, la vidéo, le cinéma, ça donne un visage humain à des thématiques comme les pesticides qui sont parfois complexes. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée, avec ces nouveaux collègues du festival, on s'est dit, ce serait peut-être l'opportunité de créer un documentaire sur cette thématique dont on parlait très peu. Vous avez parlé de crise climatique qui impacte les droits humains. On peut très bien imaginer que vous en parlez dans votre documentaire Veneno Silencioso, Poison silencieux. Vous pouvez un peu nous expliquer quel est le lien entre la crise climatique et les droits humains à Santa Cruz? Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs problèmes environnementaux. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les incendies forestiers qui impactent non seulement les écosystèmes, mais aussi qui ont des répercussions sur les populations qui y vivent, comme les Guaranis, comme on en discutait tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, dans le documentaire, on va parler d'une autre problématique qui est très peu visible et très peu débattue. En fait, Santa Cruz, c'est le moteur économique du pays. Et le modèle repose essentiellement sur l'agro-industrie.
Pour vous donner une image, Santa Cruz participe à environ 30% du PIB national et environ 50% du PIB agricole. Donc, on peut imaginer que les lobbies agro-industriels, ils sont vraiment très forts. Donc, parler de pesticides dans ce contexte, ça a vraiment été un défi parce que ça peut être perçu comme critiquer le sacro-saint modèle agro-industriel. Donc, il fallait vraiment prendre des pincettes. Et puis, c'est pour ça qu'on a appelé le documentaire « Poison silencieux » parce que c'est vraiment une problématique dont on parlait peu. Et il y avait aussi une certaine crainte de la part des acteurs de parler de cette problématique. Dans le documentaire, on donne la parole à des personnes qui sont directement affectées, des personnes issues de communautés rurales et à des experts qui analysent un petit peu pourquoi il y a autant d'utilisation de pesticides, quelles sont les conséquences au niveau de la santé et de l'environnement. Et en fait, ça donne vraiment un visage humain à une problématique qui est parfois difficile à comprendre et on brise le silence en fait sur une thématique qui était un sujet qui était assez tabou. Le documentaire a été diffusé dans toute la Bolivie, c'était en 2024. Comment le film a été reçu? Alors voilà, maintenant ça fait bientôt une année qu'on a diffusé ce documentaire et je peux le dire avec un certain soulagement qu'on a contribué à briser le silence qui tournait autour de cette thématique. Quand on l'a diffusé à niveau national et quand on l'a lancé à La Paz, capitale administrative du pays, il y a vraiment eu une forte couverture médiatique et il y a eu un buzz médiatique. Après la diffusion du documentaire, une interview des scientifiques avec des extraits du documentaire ont fait le buzz sur TikTok. On a par exemple eu 25 000 vues sur TikTok. Ça a contribué à interpeller les autorités nationales, chose qui n'était jamais arrivée auparavant pour mon organisation partenaire. On avait invité les autorités plusieurs fois à nos événements, mais on n'avait jamais obtenu de réponse. Et là, en fait, mon organisation partenaire a été convoquée avec aussi l'équipe de scientifiques qui ont participé à ces 2 études sur les pesticides pour participer à une réunion qui réunissait plusieurs ministères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement et de la Santé, et aussi des acteurs du secteur privé qu'on pointait aussi un petit peu du doigt parfois dans le documentaire. Et ils ont été invités à cette réunion multi-acteurs pour parler de solutions en fait. Le documentaire n'explique pas à lui seul que les langues se sont un petit peu déliées, mais disons que ça a contribué à ouvrir le dialogue et aussi au niveau politique. Maintenant, au niveau départemental, par exemple, ils sont en train de travailler sur une loi pour avoir plus de contrôle sur l'utilisation des pesticides, mais aussi comment, par exemple, récupérer les récipients de pesticides qui polluent. Aussi, au niveau dans les campagnes, on est retourné dans les campagnes pour diffuser ce documentaire et là aussi, on sentait qu'il y avait plus d'intérêt, plus d'ouverture à parler de cette thématique, alors qu'au début, quand on commençait à aborder ce sujet, c'était assez tabou, on sentait beaucoup de crainte, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Donc je pense que ce documentaire a vraiment permis de briser le silence, c'est pour ça qu'on disait que c'est un poison silencieux. Souvent dans vos articles, vous évoquez Nicolas Bouvier, grand écrivain suisse et voyageur, qui dit « On croit qu'on va y faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait ». Oui, c'est une phrase que m'avait dit mon père, donc en reprenant Nicolas Bouvier, bien sûr, avant mon premier voyage humanitaire au Népal. Cette phrase, elle est restée dans ma tête parce que, voilà, au cours de tous mes voyages, mais principalement au cours de ce voyage en Bolivie, parce que pour moi, c'était une des expériences professionnelles, bien sûr, mais aussi humaines, les plus impactantes, parce qu'on ne part pas en vacances, en fait. On part en voyage. Quand on travaille, quand on y va pour travailler, on partage le quotidien des personnes qui vivent là-bas. Donc, on respire le même air, on vit les mêmes réalités. Et c'est pour ça que, finalement, le voyage nous fait et nous défait, parce qu'on est obligé de se remettre en question. On s'adapte. Il y a des moments difficiles qui nous défont. Il y a une autre phrase d'un rappeur qui dit « On ne sait pas vraiment de quoi on est fait tant qu'on n'est pas brisé ». Et je pense que quand le voyage nous défait, des fois on sait mieux de quoi on est fait. Voilà, je trouve qu'il y a aussi un élément introspectif dans le voyage. Et pour moi, c'était une expérience vraiment marquante dans ma vie. Et concrètement, ce voyage en Bolivie, qu'est-ce qui vous a défait ? Alors, je pense qu'on est face à une réalité plus dure. Là, parfois, on entend parler de la crise climatique, c'est très théorique. Mais quand on ouvre la fenêtre et qu'on sent une odeur de fumée vraiment très envahissante, qu'on ne voit plus quelques mètres parce qu'il y a un brouillard tellement dense de fumée en raison des incendies forestiers qui ont pourtant lieu à quelques kilomètres, ça change. En fait, ça devient beaucoup plus concret. On vit une autre réalité et je pense que parfois cette dureté
nous défait un peu parce que voilà, ici on vit quand même dans le confort et moi c'est ça qui m'a défait, mais c'est ça qui m'a aussi rendue plus humble et plus résiliente. Merci beaucoup Marisol Hoffmann. Merci. Merci à vous pour votre écoute. Très bonne journée et à une prochaine fois. La voix devant soi. Karim Errar.